Hey, salut la communauté, on se retrouve encore une fois cette semaine pour discuter entre les dés et cette fois-ci il s'agit en fait de ma partie 2 que j'ai débuté la semaine passée concernant les sous-classes du livre de Tasha et on va reprendre exactement où est-ce qu'on en était pour faire un petit résumé court pour ceux qui n'ont pas écouté le premier vidéo à ce propos. C'est tout simplement moi qui dérape et qui survole très rapidement chacune des sous-classes disponibles dans le dernier livre de Donjons Dragons. Tasha et son chaudron de partout tout le temps. Et donc... On va prendre ça. Où est-ce qu'on en était rendu? J'avais fait l'artificer, le barbare, le barde, le clerc et le druide. Nous en étions donc rendus maintenant au fighter. Pour mettre ça au clair tout de suite, je suis complètement en amour avec cette classe-là. Une classe que après ma barre ne m'intéressait pas du tout à la 5e édition, mais que à mesure que les différents suppléments sortaient et que des nouvelles règles apparaissaient, des nouvelles possibilités, des nouvelles sous-classes, en plus maintenant des sous-classes disponibles dans Tasha, eh bien c'est vraiment un de mes gros coups de cœur, je dirais. Maintenant, le guerrier n'est pas seulement qu'une machine, disons, à enchaîner les coups, c'est rendu également une classe assez polyvalente qui permet de nombreuses spécificités, de nombreuses spécialités. Oui, c'est sûr, ça revient souvent au concept du combat puisque, veut pas, c'est un guerrier. C'est ça, de prime abord, on va dire, la job de celui-ci. Mais, il y a vraiment des très beaux ajouts qui ont été faits au courant des différents livres, que ce soit côté possibilité de classe, de nouvelles aptitudes martiales, des nouveaux fighting styles qui ont été également rajoutés dans des nouveaux styles de combat qui ont été rajoutés dans le fond dans le livre de Tasha. Et dans les deux nouvelles classes qu'on peut avoir accès avec cet ouvrage-là, il y a le Psy Warrior qui est vraiment comme, on va dire, un genre de Jedi, ok? On s'entend, si, admettons, vous cherchez la sous-classe qui fait le plus Jedi, qui fait du push force, puis des jump force et des autres choses de ce genre, le Psy Warrior est vraiment pour vous. C'est un espèce de guerrier qui va utiliser justement des pouvoirs psioniques pour prendre l'avantage sur le terrain, sur le combat. Et bien que Donjons Dragons n'ait pas... la 5e édition n'a pas de classe psionique officielle complète, eh bien, ils ont comme commencé à incorporer justement ces pouvoirs-là, différents pouvoirs plus tournés vers les capacités psioniques ici et là dans différentes sous-classes, comme le guerrier, entre autres, on va en voir d'autres plus loin. Mais très cool classe, beaucoup de possibilités aussi côté on va dire, côté prise de terrain, côté avantage, changement de capacité selon, dans le fond, le besoin du moment. C'est pas unidirectionnel côté pouvoir, prouesse martiale. Il y a comme différentes choses à faire, justement des espèces de sauts, des espèces de push, des espèces de créer une espèce d'écran protecteur en lien avec votre puissance télékinésique, kinétique, bref, le mot télékinétique. Pour vrai, je trouve ça bien. Je pense que c'est efficace. Je pense pas que c'est pas... d'un point de vue, on va dire plus saveur, c'est pas le truc qui me stimule le plus, mais j'apprécie bien ce que ça peut apporter en termes de capacité on va dire sur le terrain, dans le concret. Deuxième sous-classe de guerrier, classe que j'aime beaucoup sa saveur, qui s'appelle le Rune Knight, qui est dans le fond un guerrier qui va plus se tourner vers les espèces de pouvoirs en provenance des runes et la magie des géants en quelque sorte. C'est comme un guerrier qui va utiliser plusieurs runes incorporées au sein de ses armes et de ses armures pour pouvoir développer différentes capacités, différents pouvoirs en lien avec différents types de géants. Et vous pouvez commencer à graver des runes sur vos objets pour pouvoir faire des effets, et à mesure que vous montez de niveau, à mesure que vous débloquez des nouveaux effets sur vos runes, vous pouvez à un certain moment donné justement développer comme des pouvoirs en lien avec la race des géants, comme grandir, devenir plus fort, faire plus de dommages, créer une espèce de shield en lien avec les runes également. Je trouve la saveur est le fun. Je pense qu'il y a comme un aspect, c'est bizarre à dire, mais je vais dire, mais très old school qui est comme associé à ça. Mais je sais pas à quel point est-ce que ça va vraiment être super concret en combat comparativement à d'autres guerriers. Je serais curieux de voir. Mais tout de même, ce qui concerne le fighter à la 5e édition, je trouve vraiment qu'avec Tasha, ils ont créé
vraiment des très belles possibilités, surtout en lien avec les nouveaux fighting style. Il donne comme des builds déjà préfaites pour jouer un Battle Master qui serait spécialisé en archer ou un genre de hoplite, un lancier. Et des nouveaux dons également qui apportent certaines capacités, certaines spécificités, des dons qui sont pour tout le monde, mais il y a des dons là-dedans que je trouve qu'en tant que guerrier, ça peut vraiment être intéressant de les prendre si, admettons, on veut vraiment devenir un spécialiste du combat avec la lance, des choses comme ça. Il y a vraiment des belles, on va dire des belles manières de tourner ça pour créer un personnage qui est unique et avec une saveur différente, même si des fois on a l'impression que le guerrier est comme l'espèce de personnage un peu par défaut. Eh bien, pour ma part, je trouve que c'est totalement faux et qu'il y a beaucoup de choses à faire avec cette très belle classe. Prochaine sous-classe abordée dans le livre, il s'agit du moine. Moine, une classe que j'ai jouée pendant un certain temps durant la campagne de Tomb of Annihilation. J'ai bien apprécié, dans le fond, ce que cette espèce d'étrange personnage pouvant aller un peu partout tout le temps et en faisant des dommages continuellement sans pour autant dire faire le plus de dommages, mais faire juste toujours des dommages. Et apporter avec elle, je trouvais que c'était le fun, c'était bien approprié pour cette campagne-là, où est-ce qu'à un certain moment donné, mes compétences de dextérité étaient vraiment mises à l'œuvre et étaient très utiles. Par contre, je sais pas, on dirait que j'ai comme justement, à cause que je l'ai joué, j'ai peut-être fait le tour un peu de mon plaisir par rapport à ça. Mais il y a quand même tout de même 2 nouvelles sous-classes qui ont été abordées dans le livre que je vais, dans les livres de Tasha, que je vais vous nommer à l'instant, qui, selon moi, apportent leur petit plus. Je sais que ça a fait certains questionnements dans mon entourage, dans mes cercles d'amis, lorsqu'on discutait dans le fond des nouvelles spécialités qui étaient comme présentées. Je sais qu'il y en a beaucoup qui les appréciaient semi, pour ma part. Mais pourquoi pas? Il y a des trucs cool. Il y en a un, dans le fond, la première sous-classe qui est présentée dans le livre, c'est Way of the Mercy. C'est une sous-classe qui est vraiment spécialisée dans la manipulation de la vie pour pouvoir comme soigner. Dans le fond, ça permet vraiment au moine de devenir un genre de healer, en quelque sorte, et de pouvoir se déplacer partout sur le terrain et d'utiliser ses points de ki pour pouvoir soigner des gens. Je trouve ça cool. Je trouve que ça apporte une facette à un moine qu'on n'avait pas encore vu. Je sais pas vraiment à quel point est-ce qu'il peut vraiment prendre le flambeau d'un healer efficace sur le long terme. J'aurais l'impression qu'il va peut-être perdre un peu de ses capacités martiales au profit de gagner des capacités de soin sans pour autant, ainsi dire, bien balancer le tout. Mais j'aime bien quand même... J'aime bien comme en théorie, en pratique, je le sais pas vraiment. Ensuite, seconde sous-classe qui est présentée, Way of the Astral Self. C'est vraiment un moine qui a la capacité de pouvoir faire sortir une espèce de projection astrale de lui et de commencer à se la jouer vraiment un peu limite animée, c'est-à-dire se battre en même temps que son double astral se bat, ce qui faisant en sorte que vous pouvez comme avoir plusieurs bras qui comme, se mettent à taper un peu partout pour pouvoir combattre vos ennemis, utiliser vraiment le pouvoir de votre esprit pour pouvoir vous déplacer et voir autour de vous à la limite de ce qu'un être humain pourrait faire normalement. C'est vraiment une classe qui est comme vraiment tournée vers le monde de l'esprit ainsi que genre les capacités extrasensorielles des individus. Je trouve ça fort, je trouve ça vraiment fort. Mais à saveur bizarre, j'avais comme peur justement, je suis pas très fan de l'espèce de tangente animée des fois que certaines personnes donnent dans leur partie de D&D, mais ça c'est très personnel, au final vous faites bien ce que vous voulez, sauf que pour ma part, on dirait que ça s'approche justement un peu trop de Naruto pour disons être dans ma tasse de thé, mais pour vrai rendu là c'est vraiment c'est de la manière que vous voulez jouer là, j'ai pas de jugement par rapport à ça, c'est juste c'est moins mon jam disons. Mais tout de même, très forte sous-classe, vraiment beaucoup plus offensive que Way of the Mercy qui était tourné vraiment plus vers le soin. Pour vrai, là, tu sais, là, utiliser, faire des attaques. Déjà que le moine fait énormément d'attaques à main nue sur le long terme, là, quand t'es rendu que t'as 4 bras, puis tu peux comme attaquer avec tes mains plus tes bras astrales, là, ça fait beaucoup d'attaques dans un seul tour.
près d'un moine, il y a le Paladin qui est, je crois, mon deuxième coup de cœur du livre après le guerrier. Le Paladin que j'ai également eu la chance de jouer dans Tomb of Annihilation avant que celui-ci ne meure, tout simplement, parce que c'est une campagne qui est excessivement difficile. Paladin qui, on se rappelle, à la 5e édition, est moins tourné disons, moins vers les divinités plus que vers un espèce de code d'honneur ou un code de conduite en particulier ou un idéal. Pour vrai, les deux nouvelles sous-classes qui sont présentées dans ce livre-là, je les apprécie vraiment beaucoup. Première étant, dans le fond, c'est bien sûr, c'est comme des espèces de vœux sacrés, là. La première, c'est le Oath of Glory, dans le fond. Une espèce de vœu pour la gloire. Et ça, c'est une sous-classe qui était présentée déjà dans l'ouvrage de D&D qui porte sur l'espèce d'univers de Might and Magic, là, l'espèce d'univers plus antiquité. Là. Et c'est vraiment l'espèce d'image, surtout l'image dans le livre qui est présentée dans le livre de Tasha est incroyable, là, l'espèce de Tiflin torse nu qui a un animal mort sur les épaules et qui tient une grosse lance dans ses mains. Là. C'est vraiment un paladin qui va se tourner vers sa destinée pour se dire qu'il mérite l'héroïsme, il mérite la gloire et qu'il va vraiment se tourner vers un objectif grandiose pour atteindre des nouveaux sommets. Et ça, c'est vraiment cool. Je trouve vraiment que ça fait un peu à la Ulysse ou même, tu sais, ça fait très héros grec. Et je trouve qu'il y a vraiment une belle saveur thématique qui est associée à cette classe, à cette sous-classe-là, et aussi également des capacités vraiment super fortes, des espèces des bonus, des Channel Divinity qui permettent d'avoir des bonus de points de vie, un Channel Divinity qui donne aussi des avantages sur les jets d'athlétiques puis d'acrobatics, parce que bien sûr, vous êtes un héros qui est destiné pour les grandes choses, fait que vous êtes capable de absolument tout dépasser, de tout battre ce qui se présente à vous, des capacités qui permettent de pouvoir courir plus vite. C'est tout ce qui est en lien avec vraiment le dépassement de soi pour atteindre des nouveaux horizons. Les spells dans le fond qui sont présentés sont aussi associés à ça, tu sais, des spells comme héroïsme ou enhance ability, magic weapon, des choses comme ça. Je trouve vraiment que c'est un très cool sous-classe de paladin qui permet autant d'un point de vue technique que d'un point de vue thématique apporter des nouvelles choses autour de la table. Deuxième sous-classe présentée, encore une fois très fort, très cool, qui revient un peu dans chercher d'autres types de classes. Il y a comme un ranger qui est un peu spécialisé là-dessus aussi, et même à la limite peut-être aussi une sous-classe de barbare. C'est The Oath of the Watchers. C'est dans le fond un build de paladin qui se veut comme un espèce de protecteur en provenance des créatures extraplanaires. Vraiment un espèce de paladin qui va comme le terme le dit, Watcher, qui va comme surveiller, si on veut, qui va être vigilant face aux forces venant des autres dimensions, venant de par exemple l'enfer, l'Avernus et tout, et qui va tenter de combattre, dans le fond, ces forces. Il va pouvoir avoir des bonus, des liens qui vont leur donner avantages, dans le fond, sur des jets d'intelligence, de wisdom et de charisme saving throw pour pouvoir résister au charme de ces créatures provenant d'un autre univers. C'est vraiment très cool aussi, très thématique intéressante. Deux sous-classes très différentes, mais je trouve qu'ils apportent vraiment leur lot. C'est dans mes gros coups de cœur, dans le fond, du livre. On continue ensuite avec les sous-classes du Ranger. Ranger qui est selon moi une des classes les plus mal aimées de la 5e édition, mais qui a heureusement été, on va dire, pas réparée, c'est pas ça le terme que je voudrais utiliser, mais qui s'est fait donner un peu d'amour de la part, dans le fond, des auteurs de l'ouvrage dans Tasha, afin de balancer un peu plus ces différentes capacités, et selon moi, sans nécessairement tomber dans toutes les spécificités qui font en sorte qu'il est maintenant un personnage à part entière, a certaines capacités maintenant qui lui permettent de pouvoir vraiment contrebalancer ses faiblesses d'autrefois. Mais je voulais vraiment rester spécifique aux archétypes en fait du Ranger. Dans le fond, il y en a deux nouvelles qui sont présentées dans le livre de Tasha.
il y a ce qu'on appelle The Fey Wanderer. Wow! C'est un personnage un ranger qui a des liens avec le monde des fées, qui a des liens avec la féerie, qui lui permet dans le fait de pouvoir utiliser les pouvoirs des fées qu'il a accumulés au courant de ses différents voyages pour dans le fond faire des dommages supplémentaires, des dommages psychiques, qui lui permet de développer certaines capacités magiques en lien avec le monde des fées comme Misty Step ou Charm Person, qui permet d'avoir des petits dons plus, on va dire, fluffy, là, qui sont surtout visuels, qui lui permet en fait de pouvoir avoir des bonus en lien avec le charisme et des choses comme ça. Bref, c'est comme un genre un build de Ranger qui tourne un peu plus du charisme. C'est intéressant. Je sais pas à quel point, encore une fois, ça peut être bon sur le long terme. Mais ça apporte une certaine saveur à un personnage qui en avait peut-être un peu moins. Et finalement, deuxième sous-classe du Ranger qui est The Swarm Keeper, que j'apprécie bien pour de vrai, mais c'est comme une espèce de Ranger qui a comme une affinité, un lien avec des amas de bibites, là. Une swarm qui a un lien avec un amas de ce soit des insectes, des petits oiseaux, des petites pixies, bref, il y a comme une quantité de petites créatures qui survolent dans le fond le personnage presque en continu, ce qui lui permet de comme créer des liens avec elle et ainsi développer certaines capacités, comme faire des dommages piercing de plus, pouvoir comme voler. Ça fait comme se faire propulser dans les airs par ces créatures-là, lui permettant de voler un peu. Ça lui donne également certains pouvoirs magiques qu'il n'avait pas. On dirait que sur le long terme, je sais pas à quoi ça ressemble. J'imagine le Ranger couché dans son lit constamment avec 1000 mouches d'en face qui sniffent, là. On dirait que c'est vraiment c'est assez particulier. On va dire dans mon imaginaire, même si je suis persuadé qu'il y a de nombreuses personnes qui vont apprécier ça. Moi-même, si je jouais un Ranger, je pense que j'irais avec cette sous-classe-là parce que je trouve qu'elle a une certaine saveur nouvelle aussi qui permettrait de pouvoir apporter son petit plus dans un cours. Prochaine classe abordée dans l'ouvrage, il s'agit du Rogue, le fameux bandit qui a maintenant 2 nouvelles sous-classes très différentes l'une de l'autre. Je dois vous avouer que ce n'est pas dans mes préférés. Je rappelle que tout ce que je mentionne là ne regarde que moi. Je veux absolument pas offusquer personne avec, dans le fond, vos préférences en termes de jeu. On va commencer avec The Phantom, qui est une espèce de Rogue qui a comme développé des capacités en lien avec le monde des morts. Puis c'est comme s'il avait comme vécu à la fois dans le monde des vivants et le monde des morts. Et ça permet d'avoir, dans le fond, certains pouvoirs que les fantômes, dans le fond, auraient. Des personnes qui vous permettent de faire des sneak attacks à des moments que vous pourriez pas normalement. Tu pourrais avoir des nouveaux skills qui te seraient donnés par des fantômes qui te suivraient au quotidien. Ça te permet de pouvoir avoir des bonus sur certains saving throws. Devenir comme prendre une forme un peu plus spectrale pendant un court moment, faire des dommages nécrotiques, des choses comme ça. Pour vrai, ça m'allume pas en tout. Je sais pas si c'est parce qu'il y a tellement déjà d'autres sous-classes de voleurs que je trouve le fun, de Rogue que je trouve le fun, que c'est vraiment pas dans mon jam, c'est vraiment pas dans ma tasse de thé. Puis même à la limite, je trouve que le fantôme apporte un petit aspect presque... c'est un peu edgy, là. Genre, j'imagine les personnes un peu obscures qui arrivent puis qui jouent un personnage en faisant « Ah, moi j'ai connu le monde des vivants et le monde des morts, je sais quelle horreur se cache de l'autre côté de ce voile drapé. » Tu sais, vous voyez un peu le genre, là. C'est vraiment pas quelque chose qui... Je sais pas, je trouve que ça fait cliché un peu, puis ça c'est vraiment juste moi, ça regarde, je suis pas du tout vendu par le concept, mais en tout cas... si tant mieux si ça peut si d'autres peuvent apprécier, ce n'est pas mon cas. S'ensuit ensuite encore mes 2 mots préférés que je plug tout le temps en même temps, même si ça n'a pas de sens. Le Soul Knife, qui est un espèce de voleur, qui est un assassin qui a comme développé en fait des capacités mentales pour pouvoir dans le fond justement utiliser des pouvoirs psychiques pour arriver à ses fins, que ce soit côté vol ou assassinat. Et ça permet vraiment en fait
Ça permet, dans le fond, aux voleurs de pouvoir créer comme des espèces de lames psychiques et d'attaquer les gens avec. Ça fait plus de dommages. Vous pourriez décider de comme utiliser vos pouvoirs psychiques pour comme avoir des bonus sur vos jets de skills pour vous dire, dans le fond, que c'est comme si vous utilisiez vos capacités télékinétiques pour pouvoir réussir des actions qui, normalement, vous auriez échoué et autre chose du genre. Je trouve pas que ça réinvente la classe. C'est correct, là. C'est pas... Tantôt, je disais que ça me turnait off totalement les deux sous-classes voleurs, mais c'est pas vrai. Là. Sous le knife, ça va. Là. Je veux pas... sans nécessairement dire que ça me fait... ça réinvente ou ça me conforte dans mes choix de personnages que je voudrais incarner. Je peux comprendre l'attrait, puis je pense qu'il y aurait des bonnes twists à apporter avec ça. Bref. The Rogue. Prochaine classe abordée dans l'ouvrage, il s'agit du Sorcerer. Sorcerer qui n'est pas dans mes classes favorites à la base, même si je pense que sur le long terme, je pourrais apprécier ce qu'elle offre. Et les deux sous-classes qui sont présentées dans l'ouvrage de Tasha, je les apprécie bien. Surtout la deuxième, la première aussi est bien, mais thématiquement, je trouve qu'elle me fait un peu trop penser au Warlock. Mais mécaniquement, ça peut vraiment être cool. Il s'agit de Labyrinth Mine. C'est vraiment, en fond, un espèce de sorcerer qui aurait été touché, en quelque sorte, par la force d'une créature provenant d'une autre dimension, un genre de Cthulhu, si vous voulez. Et c'est une autre sous-classe qui est, dans le fond, destinée à utiliser des pouvoirs psioniques. Ça permet, dans le fond, d'avoir plusieurs spells, des nouveaux spells en lien avec qui sont disponibles dans Tasha, surtout. Qui sont en lien avec justement les capacités psioniques, Dissonant Whisper, puis Mindsliver, qui est comme un des spells les plus forts maintenant disponibles, dans le fond, en termes de spells de bas niveau, là, c'est absolument, c'est un no-brainer, là, c'est très utile dans tout type de combat. Sinon, vous développez des capacités télépathiques. Dans le fond, vous pouvez utiliser vos points de sorcery point pour pouvoir faire des spells qui ne serait plus verbal ou somatique, vous permet de développer des défenses psychiques pour avoir des résistances à certains types de dommages, et vers la fin, vous pouvez, dans le fond, faire littéralement des implosions et faire exploser vos ennemis à l'intérieur de des mini-trous noirs que vous allez former grâce à vos capacités mentales. C'est absolument insane. C'est cool, c'est le fun, mais encore une fois, justement, comme je dis, on dirait que ça me fait un peu trop penser juste thématiquement, là, ça me fait juste un peu trop penser au Warlock qui est comme touché par, encore une fois, une créature de l'au-delà. Pourquoi pas? C'est bien, c'est bien. Et deuxième sous-classe de Sorcerer qui est présentée dans l'ouvrage, il s'agit du Clockwork Soul, qui est... thématiquement, c'est tellement cool, là. C'est genre comme si, dans le fond, le Sorcerer serait parfaitement équilibré dans l'univers et dans ce qui l'entoure, puis il aurait développé des capacités innées en provenance, dans le fond, du plan de Mechanus ou d'un univers semblable, qu'il s'agit en fait d'un genre de plan d'existence qui est égal, efficace, qui est comme serré comme une horloge, là, qui est vraiment à l'heure et qui représente, si on veut, la stabilité à l'état pur. Je veux dire, mon Dieu Seigneur, c'est vraiment... thématiquement, c'est vraiment cool, là. Il y a vraiment des beaux liens à faire dans le jeu en lien avec ça. Je trouve qu'il y a des belles possibilités en termes de développement de lore et tout. Ça vous donne bien sûr des spells de plus qui sont, on va dire, un peu plus défensifs. Ça permet de pouvoir créer des avantages. Vraiment comme jouer sur le concept d'avantages, désavantages pour les annuler ou en donner. C'est vraiment quand même cool. Je trouve que ça apporte vraiment des belles saveurs, puis ça vient utiliser certaines mécaniques qui sont comme innées, on va dire, dans la 5e édition de Donjon, mais qui n'ont pas nécessairement été bien exploitées par différentes sous-classes. Vous pouvez comme créer des liens entre les gens autour de vous pour pouvoir comme les protéger. Ultimement, c'est assez... c'est très défensif comme type de sorcerer. Je trouve ça intéressant. Je pense que je serais vraiment intéressé si je jouais un sorcerer dans la 5e édition. Mon prochain, je suis sûr à 90% que je prendrais cette sous-classe-là parce que autant de niveau mécanique qu'autant que niveau thématique, elle apporte énormément beaucoup.
Hey, on a presque fini déjà. J'espère que vous tenez bon. On est rendu quand même à 27 minutes. Je pense que mon autre vidéo faisait 29 minutes presque. Il nous reste 2 classes à voir. Il y a pour commencer le Warlock qui est aussi une de mes classes mal aimées que je dois avouer qui ne m'intéresse pas beaucoup, mais qui, dans le fond, a une de ces sous-classes très cool qui me donne vraiment envie de jouer un Warlock en fait. C'est la deuxième. La première étant, dans le fond, c'est The Phantomless, qui est comme une espèce de Warlock qui a un lien avec une créature des profondeurs. On a quasiment un beau clin d'œil avec Critical Role, la deuxième saison. C'est vraiment quelqu'un qui a eu un pacte avec une créature tentaculaire des profondeurs. On pense quasiment encore avec Toulouse un peu. Ça vous permet d'avoir des nouveaux spells qui sont en lien avec l'électricité et l'eau. Ça vous permet de développer dans le fond des tentacules pour pouvoir vous battre, vous gagnez des swimming speed, vous réussissez à avoir des résistances au froid, des capacités vraiment très thématiques en lien avec l'eau. Je trouve, ben sincèrement, ça me laisse ni chaud ni froid. J'ai pas vraiment d'intérêt vers cette sous-classe là. Je fais ok, cool. Ça peut être cool dans certaines situations. Je pense que dans certaines parties, ça pourrait vraiment être plate, surtout si, admettons, ça se déroule très loin de toute forme d'océan ou de courant d'eau. Mais pourquoi pas, why not Coconut, s'il y en a qui sont intéressés, encore une fois, je vous juge pas pour ça. Mais la deuxième sous-classe de Warlock est une de mes préférées aussi du livre. Il s'agit du génie. C'est un Warlock qui a fait un pacte avec une créature de type génie, que ce soit un Dao, un Djinn, un Ifrit ou un Marid. Et ça vous permet en fait bien sûr d'avoir des nouveaux spells, mais ça vous permet surtout d'avoir, dans le fond, une lampe, ou du moins un objet, un vessel, qu'ils disent en anglais, dans le fond, un contenant dans lequel où est-ce que vous pouvez aller vous cacher en cas de besoin. Vous allez pouvoir, à la manière d'un génie, justement, disparaître dans ce contenant-là, pouvoir vous reposer là. D'un point de vue possibilité scénaristique, je trouve ça vraiment le fun. Je sais pas à quel point ça va vraiment être utile durant une partie, mais je trouve que ça apporte sa petite saveur quand même plaisante. Ça vous donne quasiment un petit aspect, justement, extraplanaire, là. On dirait quasiment que vous venez pas de ce plan-là lorsque vous incarnez un personnage qui sous dans le fond la sous-classe du génie. Sinon pour ça, ben, vous avez bien sûr des capacités élémentaires en lien avec, dans le fond, le type de génie avec qui vous avez fait votre pacte. Vous pouvez, dans le fond, également apporter les créatures avec vous dans votre contenant à mesure que les niveaux avancent, et vers la fin, vous développez comme des capacités du genre avoir un genre de semi-souhait, tu sais, le spell Wish, qui est comme quand même assez fort, mais c'est une version comme limitée de Wish, qui vous permet de pouvoir faire un spell de niveau 6 ou en descendant, en faisant seulement une action. C'est vraiment, the spell can be from any class spell list, c'est quand même vraiment cool. Ça peut apporter son petit plus, mais ça, bien sûr, on parle d'un niveau 14, là, c'est genre... c'est dans les dernières capacités qui sont données par la sous-classe. Ça a une belle saveur. Et oui, finalement, nous en sommes à notre dernière classe abordée dans l'ouvrage de Tasha. Il s'agit, bien sûr, du Wizard. Merci d'ailleurs, je voulais dire un petit merci à ceux qui sont rendus jusqu'ici. Ça fait quand même un long vidéo de 32 minutes déjà et je n'ai pas encore terminé. Le Wizard, classe gros classique de Donjon Dragon, présente depuis les tout débuts, très reconnu parmi, on va dire, les habitués du jeu. Deux nouvelles sous-classes qui vont un peu une contre l'autre, je trouve, thématiquement. La première étant le Blade Singing, qui est une espèce de danseur magicien, quelqu'un qui va se battre avec des armes magiques, qui va être vraiment entraîné au combat, mais qui va pouvoir utiliser, dans le fond, ses capacités martiales pour pouvoir utiliser la magie elfique à son avantage et faire des prouesses tout en continuant à utiliser, dans le fond, ses capacités magiques et avoir des bonus qui sont très utiles au combat, mais qui sont associés à l'intelligence, comme par exemple un bonus au CA, Walking Speed qui est augmenté, vous avez finalement une extra attaque à la manière d'un guerrier, vous pouvez dans le fond avoir des capacités défensives aussi. C'est vraiment un magicien qui a des capacités
martial, comme j'ai mentionné, qui va pouvoir se battre à l'épée, être très compétent. C'est cool, c'est bon. Il y avait des classes de prestige qui ressemblaient beaucoup à ceci, à la 3e. 3.5, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que je pense que le Wizard avait besoin, puis je suis content de pouvoir maintenant le voir apparaître officiellement dans Donjons Dragons. Et finalement, la dernière sous-classe que nous abordons au courant de ce podcast, et qui est aussi la dernière sous-classe présentée dans le livre, il s'agit de l'Ordre des Scribes, qui est en fait un espèce de Wizard par défaut, je dirais. C'est comme un genre de Wizard qui n'est pas nécessairement affilié à aucune école de magie précise, qui va surtout, dans le fond, être tourné vers son livre de sorts ainsi que sa plume magique pour pouvoir, dans le fond, créer des sorts plus rapidement, à moindre coût, développer une espèce de lien, un lien surnaturel avec son livre qui va devenir, en quelque sorte, qui va développer une personnalité propre à mesure que le temps va avancer. C'est un wizard qui va seulement pouvoir justement fournir en termes de spells plus rapidement que d'autres. Je trouve pas que ça réinvente le genre, je trouve juste que ça crée un espèce de wizard, une image que je me faisais d'un magicien en quelque sorte. Si celui-ci n'est pas affilié à aucune école, je l'imagine comme étant un membre de l'Ordre des Scribes. Donc, hey, ça conclut enfin finalement cette partie 2 de mon survol sur l'ensemble des sous-classes du dernier livre de Donjons Dragons. J'espère que vous avez apprécié ça. Moi, j'ai eu bien du plaisir à décortiquer le tout, à donner mon opinion sur les différentes possibilités maintenant offertes pour les joueurs, qui sont bien sûr, je vous rappelle, toujours des règles optionnelles, autant que ce soit au niveau des sous-classes que des dons qui sont présentés dans l'ouvrage, ou même des spécialisations raciales. L'important, c'est qu'on s'entende toujours ensemble en tant que groupe autour de la table, à voir qu'est-ce qu'on considère officiel et qu'est-ce qui est rejeté pour la campagne qui va dans le fond se faire en groupe. Donc, hey, merci encore à tout le monde. Je vous encourage à liker notre page Facebook, à vous abonner à notre page YouTube, de nous suivre sur Twitter, sur Instagram, de vous abonner en fait ou également à Rage2D, qui est comme le projet connexe à notre bon ami Félix, qui anime des parties en solo de DM. Bref, merci encore, puis on se dit à une prochaine fois.